apprendre. Cette idée d'aider les enfants dans les écoles, là, nous avons une organisation en Inde qui est très célèbre à cet égard. Et l'une des choses qui se passe en Inde, c'est que d'un côté, nous avons d'immenses progrès qui sont réalisés au niveau du PIB, du développement économique, tout le monde le sait. Mais en même temps, il y a des parties de l'Inde qui sont restées en retard. Le Premier ministre parle de croissance inclusive. Il veut que les plus pauvres dans les parties les plus reculées de notre pays aient accès à une instruction correcte, à des soins de santé corrects et à un logement correct. Eh bien, une partie de ce programme englobe les entreprises et nous fournissons un financement pour assurer que ces enfants aient un repas chaud et nourrissant tous les après-midi. Et cela coûte environ 80 $ par an pour qu'un enfant ait ses repas une fois par jour. Et aujourd'hui, et l'année dernière, nous avons ainsi nourri 1,3 million d'enfants. Et c'est le plus gros programme d'ONG dans le monde dans ce domaine. L'importance de fournir ce repas quotidien, c'est que nous avons remarqué que le nombre d'enfants qui va à l'école a ainsi énormément augmenté. Et je pense que d'une certaine manière, il y a donc des expériences qui sont menées pour l'éducation des enfants, y compris l'éducation informatique des enfants, la scolarisation des enfants. Oui, je voudrais essayer de répondre à cette question très rapidement avec une autre question qui est très critique. Je me suis rendue dans beaucoup de sites de Lafarge en Afrique sous-saharienne avec des journalistes et on m'a demandé pourquoi est-ce que vous donnez tout cet argent pour les cliniques, pour les bibliothèques, etc. Et où est la limite? Et j'ai répondu, c'est raisonnable, c'est parce que nous sommes là aujourd'hui dans cette situation et que nous pensons que c'est bon pour notre entreprise et que c'est bon pour le développement du pays. Mais c'est vrai que la question, ce qui se pose, c'est qui doit faire quoi. Et c'est la raison pour laquelle les gouvernements et les entreprises doivent préciser davantage les rôles des uns et des autres et leur collaboration, parce que c'est pas du tout évident de fixer les limites, parce que nos actionnaires peuvent nous poser la question, nous dire mais pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Narayana nous a dit il y a la question des profits qui se pose. Jusqu'où donc est-ce que c'est raisonnable et quel est le rôle des gouvernements? Quel est le rôle des entreprises? Donc au niveau de la gouvernance, il y a beaucoup de choses à discuter. Et il s'agit de voir comment on peut travailler ensemble au bien-être dans le monde. En ce jour, en cette journée des droits de l'homme, je voudrais dire que je suis très heureux de l'agenda des droits de l'homme et des progrès qui ont été faits. Mais je suis également triste parce que cela fait tellement d'années que nous promouvons les droits de l'homme et malgré tout, dans le monde, il y a encore beaucoup de gens qui souffrent de terrible pauvreté. Des millions de gens dans le monde n'ont pas accès à l'eau pure. Des millions d'enfants meurent en Afrique parce qu'ils n'ont pas l'immunisation suffisante, parce que la sécurité alimentaire n'est pas assurée. Donc nous parlons des droits de l'homme, mais nous avons progressé, mais nous sommes encore très très loin de ce que nous voulons atteindre. Il y a encore des gens qui meurent de maladies qui ont été complètement éliminées dans les pays occidentaux, comme le paludisme qui, en Afrique, tue 1 million de personnes par an et 900 000 de ces personnes sont des enfants. Et cela, ça pourrait être résolu par des vaccins et des médicaments qui existent dans notre partie du monde. Donc, nous avons encore une énorme responsabilité au niveau des entreprises. Les entreprises peuvent encore faire énormément pour la partie du monde qui meurt encore de faim. Il faut
voir tout l'argent qui, tous les ans, en Amérique, est dépensé simplement pour acheter des jouets à Noël. C'est 10 fois plus d'argent que l'aide apportée par les États-Unis à l'Afrique. Cela pourrait couvrir 10 ans de soutien à l'Afrique, juste à cet argent qui est dépensé pour des nounours à Noël. Et nous avons des pays où les gens n'ont pas du tout de droits de l'homme. Nous avons l'Iran, la Syrie, la Libye. Et je pense que nous avons beaucoup à faire. Madame Robinson, peut-être le moment est-il venu que le monde prenne des mesures contre les gouvernements qui ne respectent pas les droits de l'homme. Ces gouvernements devraient être exclus du Conseil, car il est inacceptable que des gens qui dénient les droits de l'homme à leur peuple développent la politique dans ce domaine. Oui, je vous remercie. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur la terrible réalité de notre monde du 21e siècle. Nous avons 925 millions de gens qui se réveillent affamés tous les matins et beaucoup de ces personnes sont des enfants, souffrent de malnutrition, n'ont pas d'eau pure, n'ont pas accès à l'éducation, n'ont pas accès aux soins de santé, etc. Je pense que les objectifs de développement du millénaire nous ont aidés. Nous arrivons maintenant à la période où cela doit être appliqué, 2025, et l'engagement de nos gouvernements et des entreprises dans certains domaines, c'est-à-dire la santé des enfants, la sécurité alimentaire, l'éducation, est remarquable. Mais je crois qu'après 2025, lorsque nous passerons en revue les progrès qui ont été faits, nous devrons aller beaucoup plus loin et faire une planification à plus long terme et en englobant davantage les entreprises, car les entreprises souvent restent plus longtemps dans les pays que les gouvernements. C'est sûr qu'il faut faire un lien entre les deux et je suis la première à dire que la situation n'est pas bonne. J'ai travaillé dans une commission sur l'empowerment juridique des pauvres et nous avons constaté qu'il y a des millions et des millions de gens dans le monde qui n'ont pas accès à la justice et à l'état de droit, qui dépendent d'institutions telles que les usuriers, etc. Et je crois que maintenant, on peut s'organiser beaucoup plus que par le passé. Ce qui est fait aujourd'hui, par exemple, une association qui défend les intérêts des femmes pauvres, il y a des choses immenses qui sont faites à l'heure actuelle avec l'énergie solaire, avec la fourniture de dispositifs propres pour la cuisine, etc. Donc, il y a des progrès qui sont faits. Je l'ai dit, je viens tout juste de la conférence sur le climat et je peux dire que le continent africain plaide pour une action urgente sur le climat parce que le changement climatique sape les bases d'existence de l'agriculture. Et je sais qu'avant d'avoir été présidente de l'Inde, nous parlions beaucoup de la corne de l'Afrique. Nous avons ce problème des gaz de serre qui affecte particulièrement ces régions dans le monde où vivent les plus pauvres. Et donc, il est absolument urgent d'agir sur le climat. Le deuxième point, c'est que vous avez tout à fait raison. Il y a des pays qui n'ont pas une bonne réputation en termes de droits de l'homme, ont été à la Commission des droits de l'homme et au Conseil des droits de l'homme. Et là, il y a deux façons de voir les choses. Je pense que le Conseil des droits de l'homme a certains standards pour l'élection que n'a pas la Commission pour les droits de l'homme. Ça ne marche pas parfaitement. À l'ONU, rien ne marche parfaitement, nous le savons, mais le Conseil des droits de l'homme
a institué des règles qui commencent à montrer des résultats. Il y a un passage en revue universel périodique de tous les pays, c'est-à-dire que tous les pays sont passés en revue régulièrement. L'année dernière, les États-Unis ont été passés sous revue et beaucoup de pays ont accusé les États-Unis sur certains manquements. Et ils ont pris note. Ils ont noté à l'Iran se plaint de ce que font les États-Unis. Eh bien, lorsque le tour viendra à l'Iran, nous leur enverrons l'ascenseur. Et je crois que c'est quelque chose qui est fait actuellement par les différents pays. Les pays s'accusent les uns les autres de leurs manquements et je pense que c'est une bonne façon de faire les choses parce qu'il y avait une certaine réticence dans les pays pauvres. On avait l'impression que le Conseil des droits de l'homme ne se penchait davantage sur les problèmes des droits de l'homme dans les pays pauvres et maintenant tous les pays sont passés en revue et ça c'est plus équitable.